Bonjour et bienvenue sur le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui, je suis accompagné bien sûr de Maxime. Salut à tous. Mais également de Marie. Bonjour la communauté. Est-ce que tu veux me rappeler du coup le nom de ton agence ? Alors oui, effectivement, je suis Marie de l'agence Cotoun. Actuellement, on est basé en Alsace, donc une agence immobilière. Enchantée Marie. Eh ben aujourd'hui, on va parler de carte G. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une carte G pour sa conciergerie Airbnb ? Et vous allez voir qu'on va aller même sur la carte C, c'est ça Maxime hein L'idée, c'est de voir tous ensemble parce que carte conciergerie, carte G, on se pose beaucoup la question et voir à quoi ça sert, comment ça marche, les inconvénients aussi de ne pas en avoir, est-ce qu'on peut faire sans et surtout, est-ce que l'avenir, c'est pas s'écrit pas avec un grand C, avoir une carte C spécifique à l'activité des conciergeries. C'est ça. Et on a une experte pour en parler. Voilà, parce que toi tu l'as la carte G dans ton agence immobilière. Tu es une agence immobilière, mais tu fais de la conciergerie, hein, c'est bien ça. Hein. Alors oui, en fait, nous, chez Cotoun, on fait uniquement de la gestion de meublés de tourisme. Donc, ce qu'on appelle vulgairement le Airbnb. On fait pas d'immobilier classique, ça veut dire qu'on va pas faire de vente, on va pas faire de la gestion type syndic ou même de la gestion pour des propriétaires en location longue durée. Donc, nous, on est vraiment tourné vers le meublé de tourisme. Donc, c'est notre activité à 100%. Mais effectivement, on a fait le choix de partir sur la carte G, donc la carte de gestion d'agent immobilier. D'accord. Et ça représente combien de logements en gestion ? Alors nous, on est aussi en fonction en fonction des périodes, on est autour de 150-170 logements actuellement. On est monté crescendo. Donc voilà. Donc on a affaire à une agence immobilière, enfin conciergerie. On va appeler conciergerie hein, pour l'épisode. Voilà, de grosse envergure là, parce que 170 logements, ça représente quand même énormément de travail. Voilà. Effectivement. Donc, je suis sûr que tu vas pouvoir nous apporter pas mal de... Derrière moi, effectivement... je pense qu'on a on a un petit décalage. On doit avoir un tout petit décalage, en fait, avec notre son. C'est pas très grave, on va voir. Mais oui, effectivement, sur l'annonce, il y a écrit Marie et son équipe, notamment chez Airbnb et Booking. Mais derrière, effectivement, il y a toute une équipe de différents services qui interviennent pour faire rouler la machine au quotidien. Ouais, c'est clair. Maxime, avant de commencer vraiment le fond du sujet, est-ce que tu veux nous rappeler les bonnes règles du triplex ? Les bonnes règles, les bonnes pratiques. Bonnes pratiques. D'abord, merci à tous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes, mais on a constaté qu'il y avait une grande part qui n'était pas abonnée au podcast. Alors, on vous le demande si vous aimez ce qu'on vous propose. Abonnez-vous au podcast, que ce soit sur les différentes plateformes d'écoute, mais également sur YouTube où vous pouvez nous retrouver quelques heures après la diffusion sur les plateformes de podcast. Laissez-nous abonnez-vous et laissez-nous un petit j'aime sur les plateformes, sur YouTube et puis sur Spotify et YouTube. Si vous avez des questions, vous avez le champ commentaire, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est avec grand plaisir. Et dernière demande, Samy, je sais que c'est ta préférée celle-là. Vous rendez-vous sur le site le-triplex.com. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, comme ça chaque mardi vous êtes au courant de l'épisode qui sort. Mais surtout, vous recevez dans le mail où on vous donne le résumé de l'épisode, le bon plan, si on arrive à vous en négocier un. Vous retrouvez le code, par exemple, pour vous inscrire au salon des pros de la location saisonnière. Au rendez-vous des pros de la location saisonnière, où vous avez 20% de remise sur le prix du billet. On essaye de vous négocier toujours des bons plans. Vous les retrouvez dans les emails et bientôt sur une page dédiée à ces bons plans sur le site. C'est en construction, ça arrive. Faudra peut-être être un peu patient. C'est clair. Mais voilà, inscrivez-vous à la newsletter pour avoir toutes les infos. Et je voulais rajouter quelque chose également. Je voulais remercier tous les auditeurs puisqu'en fait on a vu, je sais pas ce qui s'est passé, mais alors quand il sera diffusé, Maxime, ça sera au mois de mai, c'est ça ? En mois d'avril, on a eu un véritable boom des audiences, des écoutes, plus 21%. Je vois d'afficher moi sur mon Ocha, on utilise Ocha. Donc merci beaucoup pour tout ça et grâce à vous, voilà, ça permet de faire connaître le podcast en plus grand nombre. Donc voilà. Donc on a terminé avec du coup avec notre petite pub, la petite promotion du podcast. On va reparler du coup Marie de l'agence conciergerie. Donc toi tu es basée en Alsace, c'est ça ?
Alors moi, je suis basée au bureau de Colmar, mais on a également un bureau à Strasbourg pour assurer le quotidien. Eh ben nous notre du coup notre troisième membre du coup qui a dû partir du triplex vient de Strasbourg également, Lauriane. Donc si tu nous écoutes, Lauriane, voilà, n'hésite pas à rencontrer Marie si tu es dans le coin, ça serait drôle. Ouais, Strasbourg qui est une ville, on a eu, comme on l'a dit, on s'est rencontrés non pas à Strasbourg, mais à Paris lors de l'événement qu'on vous a débriefé dans l'épisode, je ne sais plus quel numéro, où on vous débriefait notre visite, enfin pas notre visite, notre événement où on a été invité par Booking.com. Ouais. Et on a rencontré donc Marie et elle nous a indiqué qu'elle avait une conciergerie avec une carte G, et on s'est dit, voilà, avec le nombre de personnes qu'on a rencontrées, beaucoup de conciergeries qui ont leur activité sans cette carte et qui nous posent à nous des questions sur la carte G alors qu'on n'est pas forcément expert en la matière. On s'est dit, tiens, on a un panel de questions incroyables à te poser, et la première, c'est quoi la carte G? La carte G, c'est ce qu'on appelle un titre professionnel. Donc, elle se matérialise par une petite carte de la taille d'une carte bancaire et qui est délivrée par chaque CCI. Donc, c'est par les chambres de commerce et d'industrie de votre secteur. Donc, voilà, selon en fait la loi OK. D'accord. Et du coup, c'est une carte G pour gestion. À quoi ça sert finalement? Alors, effectivement, il existe actuellement 3 types de cartes en immobilier. La première, c'est la carte T, donc ça va être la transaction pour tout ce qui est achat, vente pour du coup les agences immobilières. La carte S pour tout ce qui est gestion de syndic de copropriété. Et la dernière, ça va être la carte G, donc celle qui nous concerne aujourd'hui. Initialement, cette carte G a été faite pour les professionnels de l'immobilier pour qu'ils puissent gérer les locations pour le compte du propriétaire. Donc, ça va être les locations classiques. Vous êtes propriétaire, mettons, d'un appartement à Paris. Vous habitez à Marseille. Vous n'avez pas envie de faire le suivi du logement au quotidien parce que, voilà, c'est un appartement, par exemple, étudiant et tous les ans, vous avez un nouveau locataire, état des lieux, suivi des petits travaux. Et la carte G était là pour ça initialement, donc pour assurer la gestion locative, donc d'où le nom carte G. Ça permet de percevoir les loyers, donc dans le cadre donc de la conciergerie, ça va être plutôt donc le revenu des réservations, et après s'occuper donc des états des lieux pour la location classique, même si on en fait encore en conciergerie, et après tout ce qui va être mise en place des contrats d'entretien, des contrats d'assurance, suivi des travaux, toutes ces petites choses du quotidien. Donc pour soulager le propriétaire. Donc on va plus loin. Donc là, en final, on va bien plus loin qu'une conciergerie classique, et dans les missions que tu proposes aux propriétaires, c'est vraiment là, on peut dire une gestion de A à Z, plutôt qu'une conciergerie qui au final qui peut pas prendre les loyers, enfin les transactions, qui doit faire appel aussi aux propriétaires pour payer les dégâts, etc. Toi vraiment tu peux le faire entièrement là, ça. Exactement. En fait, la carte G, ça permet une gestion globale par le professionnel. Ça veut dire que on va pouvoir s'assurer donc du versement du montant des réservations, mais également de la gestion des cautions. C'est quelque chose qui est très important dans notre secteur, c'est tout ce qui est caution pour les séjours. On va effectivement pouvoir surveiller tout ce qui est suivi de travaux, faire des travaux pour le compte du propriétaire. Et ensuite, effectivement, tout ce qui est gestion au quotidien, donc gestion des annonces, gestion de la tarification, qui est un point très important également dans notre secteur, et coordination des différents prestataires. Ce qu'il faut savoir, ça c'est la promotion également des annonces. Oui, c'est ça. Alors, c'était le petit point que j'allais te donner à la suite. En fait, quand on n'a pas la carte G, donc quand on est une conciergerie, on ne peut pas encaisser pour le compte du propriétaire. On ne peut pas faire de publicité. Ça veut dire que on ne peut pas promouvoir sur nos réseaux sociaux en incitant les voyageurs à réserver, ou même avoir notre site internet et mettre en location directe sans passer par nos amis, donc Booking, Airbnb, VRB ou Abritel,
Comme ça, on a le trio gagnant. La dernière chose, c'est qu'on ne peut pas avoir d'annonce à son nom. Les annonces doivent être créées au nom du propriétaire, même si on recommande toujours, même en carte G, de garder les annonces au nom du propriétaire. Mais l'erreur que font certaines conciergeries, c'est de créer les annonces et d'avoir les annonces à son nom. Ça, il faut vraiment faire attention parce que on rentre dans une zone grise et il y a des risques derrière qui sont pénaux, quoi. Ouais, alors ça, c'est clair que c'est vraiment un point que tu soulèves qui est assez, comment dire, répandu, entre guillemets. Ouais, c'est les annonces au nom des conciergeries. Alors ça, on en voit tout le temps. Et là, pour nos propriétaires investisseurs qui gèrent leur location courte durée, surtout mettez vos annonces, les annonces à votre nom, parce que si un jour en plus vous voulez partir de la conciergerie, vous pourrez pas récupérer l'annonce, ou alors très difficilement. Donc vraiment, faites ça. Hein. Alors, moi j'avais une question avant qu'on voit tous les aspects. On doit avoir vraiment un décalage, je pense, c'est pour ça. Je suis désolée pour le décalage. Je voulais voir, Marie, avec toi, avant qu'on passe aux aspects vraiment carte G, conciergerie, pour bien qu'on comprenne pourquoi au niveau de il y a certaines choses qui sont autorisées et d'autres non en conciergerie. Pourquoi en fait la carte G, on en parle, mais qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? Pourquoi en fait finalement tout le monde ne l'a pas, cette carte G, et comment on fait pour l'obtenir? Alors, la carte G, elle est basée sur 4 points pour l'obtenir. Le premier point, ça va être l'aptitude professionnelle. Le deuxième point, ça va être la garantie financière. Le troisième, l'assurance responsabilité civile professionnelle. Et le dernier, l'honorabilité. Donc, qu'est-ce que veulent dire ces 4 points? Le premier, l'aptitude professionnelle. Donc, pour l'aptitude professionnelle, ça va être des diplômes ou des expériences dans le domaine immobilier. Si on peut, je me suis fait une petite anti-sèche pour être honnête, parce que je connais pas tous les diplômes. De base, il faut minimum un bac+2. Vous allez me dire lesquels. Donc le BTS profession immobilière, le DUT carrière juridique, la licence en droit ou en économie, et après tout ce qui est master en gestion de patrimoine immobilier. On n'a pas tous fait des longues études. Moi personnellement, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration. Donc, rien à voir en soi avec l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, pour être titulaire de la carte G, vous pouvez aussi justifier de 3 ans d'expérience dans un emploi lié à la gestion immobilière. Ou sinon, en tant que salarié, vous pouvez également 10 ans d'expérience si vous n'étiez pas salarié, si vous étiez indépendant. Voilà, il y a cette troisième facette-là, et après un statut particulier pour les cadres, mais ça c'est un peu moins accessible. Voilà. Et du coup, en termes de dans l'honorabilité, on a un petit décalage de son, Marie. Je vais juste finir avec l'honorabilité parce que le mot est un peu grand. Il faut que le casier soit vierge de certaines infractions. Donc ça également, c'est les 2 gros points qui ne peuvent pas s'acheter. Ok, donc on notera que si tu peux pas avoir la carte G, il faut que tu te présentes pour être ministre. Du coup, et cette carte G, est-ce que comme la carte T, tu peux avoir des mandats, tu peux la déléguer quand on est titulaire, son utilisation? Alors, la carte G, une personne dans l'agence peut l'avoir. C'est le cas chez nous, où c'est notre président qui a la carte G. Moi, personnellement, j'ai jamais fait la demande pour l'avoir, mais potentiellement, j'ai plus de 3 ans d'expérience, donc je pourrais l'avoir à mon nom. Mais du coup, les contrats sont signés par le titulaire de la carte. Et toi, dans ton agence, du coup, pourquoi vous avez fait le choix d'avoir cette carte G? C'était un choix peut-être ou? Alors, c'est un choix qui a été fait dès le départ. Ce qu'il faut savoir avec la carte G, c'est que du coup, on en parlait tout à l'heure, il y a déjà une assurance qui est obligatoire et il y a la garantie financière. Donc, c'est également quelque chose qui est rassurant pour les propriétaires. Ça veut dire que nous, on gère leurs fonds. Donc, on n'a pas de problème pour se faire payer nos commissions, par exemple. On sait que nos prestataires de ménage, de linge vont être payés étant donné que l'argent des voyageurs arrive chez nous. Et nous, ensuite, on fait le dispatching chez les différents prestataires avant de faire le virement final au propriétaire.
Donc là, ça enlève déjà un certain poids. Du coup, cette garantie financière, par contre, vous avez un contrôle assez régulièrement qui s'assure que vous gérez bien l'argent du propriétaire. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'argent de Monsieur Dupont pour payer les travaux chez Monsieur Mathieu, par exemple. Ok, ça marche. En termes de garantie financière, tu as à peu près les montants qu'il faut bloquer ou pas du tout? Le plus bas qui existe, c'est de mémoire 110 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que la garantie financière, en fait, c'est un plafond. C'est ça garantit le montant maximum que vous aurez sur votre compte mandant. Donc après, vous choisissez votre plafond en fonction du parc que vous avez et de votre méthode de gestion. Il y en a qui vont faire les comptes de gestion à la sortie du voyageur. Il y en a qui vont faire les comptes de gestion, relevés de gestion. Chacun utilise son terme. Il y en a qui vont le faire tous les 15 jours, d'autres tous les mois. Donc ça, c'est en fonction de votre fonctionnement. Il faut cibler en fait le montant le plus élevé que vous avez eu sur votre compte mandant, donc le montant qu'il y a eu quand vous aviez tous les paiements en attendant de virer au propriétaire. Et donc c'est ce montant-là qui est utilisé pour fixer le montant de la garantie financière. D'accord, ça c'est intéressant. Donc du coup, ça veut dire que ces 110 000 euros, c'est pas de l'argent que tu dois avoir sur ton compte, si? Non, en fait, la garantie financière, c'est une assurance qui est là pour garantir en cas de problème que le propriétaire sera bien payé. Donc, on estime, on va prendre l'exemple de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, les pics de saison, c'est juillet-août. Vous faites vos décomptes aux propriétaires une fois par mois. Mettons la somme la plus élevée une fois que toutes les plateformes vous ont payé et avant que vous payiez les propriétaires, vous avez sur votre compte. On va dire, mettons, c'est 200 000 euros. Vous choisissez une garantie qui vous couvre jusqu'à 220 000 euros. Vous pouvez prendre une petite marge d'erreur, mais vous savez, voilà, c'est votre plafond, c'est la somme maximum que vous pourriez avoir en même temps sur votre compte bancaire. D'accord, ok. Alors moi, ma question, du coup, c'était pour toi, pourquoi il n'y a pas plus de conciergerie qui demandent cette carte G? Est-ce que tu penses que ce serait intéressant pour eux ou pas? Au vu des avantages que ça offre quand même, parce que ça offre quand même de beaux avantages. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est en termes de compétences, comme on le disait, il faut soit des diplômes, soit un certain nombre. En termes de compétences, il faut soit des diplômes, soit un certain nombre d'années d'expérience. Généralement, les conciergeries, les premières qui ont été montées, c'est soit des personnes qui s'occupaient eux-mêmes de leur logement et qui se sont dit, allez, je me sens capable d'en prendre un, deux en plus et je vais me permettre de me tirer un revenu supplémentaire, ou des personnes qui initialement faisaient du ménage et qui se sont dit, je vais aller plus loin pour maximiser mes revenus parce que je m'en sens capable. Souvent, c'est comme ça que sont montées les conciergeries effectivement, dans ces cas-là, vous n'avez pas obligatoirement le bagage derrière. C'est vrai qu'on va pas obligatoirement faire des études dans le droit ou dans le juridique pour ensuite se dire je vais faire des ménages et ensuite prendre ma carte G. Généralement, c'est plutôt dans le sens inverse. Oui. Et on a noté quand même, donc il y avait pas mal d'avantages pour les récapituler d'avoir une carte G, c'est percevoir l'argent directement, le reverser du coup comme on le souhaite. Et donc moi je vois ça aussi en termes de vision propriétaire, c'est d'avoir un seul virement et d'avoir son argent directement, contrairement au cas classique où le propriétaire va recevoir tous les virements d'Airbnb et après il va recevoir une facture à la fin du mois avec déduction des ménages, déduction des commissions, une facture qui va peut-être manquer de lisibilité et où c'est au propriétaire après de faire la démarche de payer la conciergerie, ce qui implique des fois des contestations, pourquoi pas des retards de paiement. Donc la carte G offre un vrai avantage. Pourquoi est-ce finalement c'est pas forcément... Maxime, j'ai un vrai avantage là également aussi à rappeler par rapport du coup à ce que tu dis. C'est par rapport du coup au chiffre d'affaires des propriétaires en LMNP. Je suppose que du coup, faisant appel à toi et du coup à ta carte G, tu vas leur verser que la somme qu'ils vont du coup avoir en revenu, on va dire net, et du coup baisser l'abattement ou pas, enfin baisser le seuil d'abattement ou pas du tout. Non, pas du tout. Comment ça se passe pour les... Du coup, en fait, on gère pour le compte du propriétaire. Donc le montant brut reste le même. Donc c'est pas la...
le montant brut reste le même que ce soit une conciergerie ou une agence immobilière avec la carte G. Les différences se font après. Donc, comme le disait Maxime, effectivement, il y a des garanties pour le prestataire d'être payé, de délai de paiement. Du coup, on va dire les mots clairs, une charge mentale en moins pour le propriétaire. L'idée de passer par une personne, une agence immobilière ou une conciergerie qui a la carte G, c'est vraiment cette notion, le plus gros élément, ça va être cette notion de charge mentale, dans le sens où le gestionnaire va pouvoir proposer un service complet. Ça veut dire qu'il va pouvoir gérer les annonces, gérer les prestataires, gérer tout ce qui est logistique, tout ce qui est encaissement, tout ce qui est litige également. En tant que conciergerie, normalement, on ne peut pas gérer les litiges, notamment les prises sur caution pour le compte du propriétaire. Il faut avoir la carte G pour le faire. Gérer du coup les loyers, les cautions, donc pas de prise de tête à se dire est-ce que la personne qui arrive à sa caution ou pas, parce que ça normalement l'agence immobilière, la conciergerie ne peut pas le faire. Et après le quotidien, ça veut dire qu'au quotidien, il y a un micro-ondes qui tombe en panne, un lave-vaisselle, l'agence immobilière peut le faire changer. Il faut faire intervenir un plombier, pas de problème, l'agence immobilière peut le faire. Une conciergerie, légalement, ne peut pas agir pour le compte du propriétaire. C'est un prestataire, comme la femme de ménage, comme la blanchisserie. Donc ça, c'est les éléments vraiment du quotidien. D'accord. Mais il y a un élément dont on parle très peu, c'est l'URSSAF. Quand vous passez par une agence immobilière qui a la carte G, vous n'êtes plus soumis à l'URSSAF sur vos revenus du logement géré par cette agence. Ça veut dire qu'au-delà de 23 000 € de revenus bruts, normalement, vous avez des cotisations à payer à l'URSSAF. Comme vous passez par l'agence immobilière qui a la carte G, l'État vous dispense de ces cotisations. Ah, c'est hyper intéressant, du coup, ça, à t'entendre, du coup, beaucoup de conciergeries ne sont pas dans les règles au final. C'est ce que tu dis en final. Alors effectivement, c'est ce que je disais au début, il y a une zone grise. Pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas eu de condamnations qui ont eu lieu, mais effectivement, il y a une petite zone comme ça. Normalement, la conciergerie ne devrait pas pouvoir gérer les tarifs. La conciergerie ne devrait pas pouvoir s'assurer, faire une demande de prise sur caution sur Airbnb, par exemple. Même si on est co-hôte en tant que conciergerie, si on n'a pas la carte G, on n'est pas censé pouvoir gérer la demande de AirCover. Légalement, si on s'en tient au strict règlement, à la loi telle qu'elle est écrite. Après, ce qui peut être fait, et c'est ce que nous on propose notamment chez Cotoon, c'est justement à ces personnes qui ne peuvent pas avoir la carte G mais qui ont envie de se développer, de travailler avec des agences immobilières comme nous, qui avons la carte G, qui sont capables de gérer toute la partie back-office, et eux s'occupent de ce qu'ils savent très bien faire, le terrain. Après, on en vient également à la discussion de la carte C. Ouais, c'est ça. Du coup, cette carte C, on va se la garder pour tout à l'heure, hein, Maxime. Parce que c'est vrai que ça fait, comme tu l'as dit, hein, ça fait vraiment débat, hein, cette carte G. Je sais que c'était dans les tuyaux du coup d'avoir cette carte T, mais on viendra on en viendra du coup tout à l'heure. Et au CLF, hein, c'est au congrès des conciergeries de France, entre guillemets, c'était le sujet de 2023, je crois, il me semble, cette fameuse carte G, carte C. C'est un débat qui est à La Rochelle, je m'en souviens. Ouais, exactement. Parce que comme tu le dis, Marie, il y a une zone grise. Tu parles là des prix sur caution. Si je t'ai bien compris, quand on missionne un plombier, un intervenant extérieur, c'est une zone grise aussi. La conciergerie, typiquement, est-ce qu'elle a légalement le droit ou pas le droit de le faire? Tu parles de la promotion des biens, des réservations en direct. Bien sûr, alors ça, ce qui est appliqué par tous, sans carte G, c'est qu'on n'a pas le droit de percevoir les loyers. Donc ça, par contre, la limite, elle est très claire. Là, il n'y a pas de zone grise. Donc ça, c'est très bien appliqué. Mais en fait, on constate que sur le métier de conciergerie, qui est un métier nouveau finalement, qui a plus ou moins existé, qui existe depuis plus ou moins. Attends, je change ma phrase.
ça existe depuis très très longtemps, mais de la manière actuelle, c'est quand même assez récent. Ça a moins d'une dizaine d'années ce mode de fonctionnement. C'est typiquement, j'allais dire, de la startup nation, puisque on a des modèles qui sont hyper flexibles, avec pour certains quasiment pas de salariés, uniquement des prestataires, et un objectif qui est de vraiment de répondre à une demande qui n'existait pas il y a 20 ans, qui est la gestion de location saisonnière. Donc, nous, la question qu'on se pose, c'est, il y a eu cette évolution. Finalement, la carte G, est-ce qu'elle est vraiment obligatoire? On a la réponse non. Par contre, c'est quoi les inconvénients, les risques qui sont derrière pour les conciergeries qui nous écoutent et in fine les propriétaires? Alors effectivement, la carte G n'est pas obligatoire si on fait de la conciergerie au sens pur du terme. Après, on est sur un métier qui est un peu particulier. On est sur une fusion en fait de deux secteurs. Ça va être le secteur de l'hôtellerie avec le secteur de l'immobilier, qui se sont regroupés et qui ont créé ce nouveau métier. Alors, le mot conciergerie existait déjà, hein, mais on avait plus l'habitude du concierge d'hôtel qui nous réservait les places de concert ou de restaurant. Là, la conciergerie telle qu'on la connaît, on va dire vulgairement dans du Airbnb, c'est effectivement un métier qui a moins d'une dizaine d'années et qui peut être vendu par certains sur les réseaux sociaux comme facile à se lancer. Mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup de choses à anticiper, de démarches à prévoir et de garanties à avoir pour soi-même et pour les propriétaires, parce que malheureusement, on est dans le viseur des autorités. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de réels cas en justice par rapport à ce qu'on disait, cette zone grise. Mais si un jour on a un maire ou un député, un sénateur qui se lève et qui se dit bon, ça c'est fini, moi j'ai envie de faire parler de moi, j'ai envie d'avoir quelque chose à mon nom, potentiellement, il peut y avoir une chasse aux sorcières, hein, excusez-moi du terme, mais qui pourra être faite. Et là, effectivement, il y a des personnes qui, malheureusement, pensant être dans la légalité, se rendront compte qu'elles ne le sont pas obligatoirement, et ça peut coûter cher à terme. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Avec tout ce qui se passe dans la location courte durée en ce moment et tu l'as bien dit, hein, la chasse aux sorcières, il faut, je pense, être dans les clous. Donc le triplex, nous, hein, c'est professionnel histoire ou meurt, hein, c'est vraiment notre adage. À ton avis, pour toi, à partir de combien de logements il faut vraiment penser à avoir une carte G? Est-ce que c'est 10 logements, 20 logements, 30 logements, plus? Alors pour moi, c'est pas un terme de logement, ça va être en termes de mission. Ça veut dire que vous faites vraiment de la prestation de service pure. Ça veut dire remise des clés par exemple ou nettoyage vraiment limité à ce niveau-là. Vous pouvez en fait rester en conciergerie sans limitation de nombre de logements. Là où la problématique va se poser, c'est qu'en fait, la carte G, elle est là pour que le propriétaire puisse déléguer. Donc, jusqu'à où vous êtes prêt à ce que les propriétaires vous délèguent des tâches. Et c'est là que la question va se poser. Vous voulez mettre à jour les annonces? Vous voulez faire de l'assistance pendant le voyage? Vous voulez assurer la coordination de la maintenance, par exemple? Là, effectivement, la notion de carte G va se poser pour éviter de rentrer dans cette zone grise, en fait, où potentiellement, à terme, il pourrait y avoir des risques si un jour quelqu'un a envie de chercher. Et Maxime, vas-y. Tu parlais justement, là on parle de zone grise, tu parlais aussi de comment dire, de la législation qui peut changer du jour au lendemain. Et en préparant cet épisode, on parlait justement de la loi Le Meur qui a apporté de nombreux changements dans le secteur de la location courte durée. Et tu parlais justement de la partie responsabilité des conciergeries. Que les conciergeries aujourd'hui, en tant que professionnels de la location courte durée, avaient aujourd'hui une responsabilité qui était renforcée vis-à-vis des problématiques des propriétaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça et la vision en corrélation avec la carte G, en quoi est-ce que ça permet peut-être de se protéger un petit peu aussi? Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que la fameuse loi Le Meur qui est sortie en novembre l'année dernière, loi
cette loi dit que les agences immobilières et ils englobent un petit peu les conciergeries parce qu'ils sont quand même conscients que les conciergeries vont un peu plus loin qu'une simple prestation de service, sont responsables au même titre que le propriétaire. Ça veut dire que vous acceptez de remettre des clés, par exemple, d'assurer l'accueil de voyageurs pour un logement qui n'est pas déclaré. Alors c'est sûr que en tant qu'agence immobilière, vous êtes pénalement 100% responsable. Là, au niveau de la conciergerie, il va y avoir un petit flottement justement pour savoir jusqu'où vous allez. Est-ce que vous êtes un simple prestataire? Donc, est-ce que vous faites simplement le ménage, remise de clés, état des lieux, mais sans voir le voyageur? Donc là, on serait plutôt sur une prestation type société de ménage. Ou est-ce que vous allez plus loin? Et justement, le problème, c'est ceux qui vont plus loin, ceux qui vont être co-hôtes avec accès au calendrier, avec gestion du calendrier, gestion des messages. Le fait de pouvoir apporter une assistance aux voyageurs, le fait de dire ok, là il y a quelque chose qui est en panne, je vais faire venir un plombier. Là justement on rentre dans cette zone grise et vous pourriez être qualifié justement en tant qu'intermédiaire principal et les risques qui sont derrière. Donc par sécurité, même si c'est tentant, toujours bien vérifier, bien demander aux propriétaires et s'assurer que ce que le ménage ou la remise de clés que vous allez faire est légitime. Et du coup, la carte G te permet d'avoir peut-être un cadre plus clair que si tu ne l'avais pas, si j'ai bien compris, Marie. Oui, effectivement. En fait, avec la carte d'agent immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte a une date de péremption. Donc, c'est un droit qui nous est renouvelé. Pour le renouveler, en plus des éléments de base que j'ai cités en début d'intervention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit suivre des formations. On doit justifier d'avoir fait certaines formations. Donc, c'est vraiment important et ça nous rend plus vigilants à une certaine veille en tant que veille juridique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du coup, on a une garantie financière. Cette garantie financière fait des contrôles plus ou moins aléatoires. Donc ça vous oblige aussi à être beaucoup plus carré dans votre gestion parce que vous savez que vous avez une personne extérieure qui va venir vous contrôler et sans la garantie financière, vous ne pouvez plus gérer les fonds du propriétaire, donc potentiellement continuer votre activité comme vous le faites actuellement. Ok. Ouais, c'est très intéressant parce que nous, ce qu'on constate, et tu l'as dit, tu as parlé de formation pour la conciergerie où on te dit bah c'est facile, il n'y a pas besoin de fonds, il y a pas de barrière à l'entrée, ce qui est relativement vrai et très faux à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un business qui peut être lancé peut-être sans forcément trop de difficultés, mais dès qu'on veut commencer à se professionnaliser, il faut quand même avoir conscience de la législation qui va autour et comment on fait pour être carré. Et ça va nous permettre d'ouvrir sur le dernier point qu'on avait imaginé ensemble, c'est de se dire ok, aujourd'hui on a constaté que la carte G c'était quand même un modèle fait pour gérer des logements, des locations classiques. Comme tu le disais, tu as pris un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui aurait un appartement à l'autre bout de la France et qui ne peut pas se déplacer pour faire les états des lieux, pour gérer les locataires, l'intervention d'un plombier. Bref, quelque chose qui n'a rien à voir finalement avec la location courte durée. D'ailleurs, tu parlais toi-même d'un mix entre de la location classique et de l'hôtellerie. Et on se pose la question, en fait, finalement, est-ce que il faudrait pas qu'il y ait la création d'une carte spécifique pour ce métier de conciergerie qui serait une carte C, alors qui n'existe pas. Hein. Attention, là, on rentre dans dans l'idée, c'est des discussions qui sont en cours d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, Marie, je sais pas si tu as des infos par rapport à ça, mais c'était vraiment des discussions en cours. Hein. C'est un sujet qui est ouvert effectivement depuis plusieurs années, comme tu en parlais tout à l'heure, Samy, notamment au CLF, qui effectivement regroupe des conciergeries. Ce qui est vrai, c'est que les conditions d'entrée dans une carte G sont très importantes et peut-être trop importantes pour quelqu'un qui va faire de la conciergerie. On ne dit pas qu'il faut tout supprimer, mais effectivement, comme on le disait, l'hôtellerie a des éléments qui fonctionnent très bien pour la gestion d'une conciergerie, les connaissances acquises. Donc peut-être ouvrir justement cette carte justement à des personnes qui ont fait. Il existe un diplôme qui est l'option A, qui est gestion émercatique en hôtellerie-restauration. Donc où
où on a des bases assez importantes en comptabilité. Jusqu'à il y a un peu moins de 10 ans, quand vous aviez ce BTS, vous pouviez avoir un équivalent de 2 années de licence, donc rentrer tout de suite en L3 comptabilité ou gestion. Donc c'est vrai que il y a une réflexion à avoir parce que effectivement les fonds ne sont pas non plus les mêmes. Quand vous allez gérer des studios, vous allez peut-être pas obligatoirement avoir des pics à 110 000 euros, mais quand vous allez gérer des villas, vous allez peut-être aller plus loin. Les logiciels ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La façon de fonctionner, la façon de rémunérer les propriétaires, la façon de rémunérer les prestataires et la gestion comptable a des spécificités justement, notamment avec le fonctionnement des différentes plateformes, des différents logiciels. Et c'est vrai que le débat est ouvert, le débat serait très intéressant. Ça permettrait notamment à des professionnels qui sont sur un entre-deux, qui n'ont pas obligatoirement le bagage nécessaire, parce que c'est vrai que on va pas obligatoirement travailler pendant 3, 6, 10 ans dans une agence immobilière et se dire je vais faire de la conciergerie. On va plus facilement dire bah écoutez, c'est assez commun dans les personnes qui travaillent en hôtellerie, ils se disent je vais ouvrir mon restaurant, je vais ouvrir mes chambres d'hôtes, voilà, ou des personnes qui effectivement faisaient du ménage, de la remise de clés, se disent mais pourquoi pas aller plus loin, parce que finalement je pourrais représenter le propriétaire. Et effectivement on va les citer parce que c'est vrai que pour l'instant c'est les premiers à faire ça. La Hosting Academy, ils ont lancé en fait des formations aussi bien pour des diplômes que pour des formations continues justement dans notre métier qui est en pleine structuration parce que pour l'instant il y a rien qui existe réellement pour donner les clés à des personnes qui ne veulent pas faire d'immobilier classique. Je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Moi, par rapport à cette carte C, pour moi, je serais pour parce que ça permettrait de vraiment de professionnaliser l'activité et d'avoir vraiment comme tu disais, des diplômes spécifiques par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les conciergeries, on peut en monter une comme on veut. Il y a beaucoup de formateurs qui font la promotion de la conciergerie, et ce qui est bien d'ailleurs, parce que du coup ça permet à des personnes de pouvoir créer une activité, donc ça aucun problème. Par contre, comme tu le dis, si on veut aller plus loin, il faut se professionnaliser, et il y a pas mal de choses, et comme tu l'as dit aussi, c'est que les montants, si tu les prends par toi-même, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Il faut les gérer, quoi. Moi je vais ajouter un complément à ce que tu dis, Samy. Moi je trouve qu'en termes de formation, on a quand même pas mal aujourd'hui d'acteurs sur le sujet, pas tous très bons. C'est difficile de faire le tri entre un bon et un mauvais formateur aujourd'hui parce que nous on est les premiers concernés, on connaît la puissance du marketing, et puis il faut pas oublier un truc, c'est que les formateurs aujourd'hui ils vendent un résultat, ils vendent l'atteinte d'un objectif. Ils vendent pas des contraintes et ils veulent pas faire peur, ce qui se comprend, mais dire moi je vais t'aider à gagner de l'argent, c'est quand même plus vendeur que de dire moi je vais t'aider à ne pas avoir de problèmes légaux avec tel aspect, comment gérer ci, comment gérer ça. Non, on va plutôt être sur les aspects qui touchent directement le business, et c'est vrai que de la formation sur l'aspect juridique, ça c'est du continu, et ça aujourd'hui on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants, et tout le monde ne le propose pas. Il y a des acteurs qui vont proposer du contenu de qualité, des formations de qualité, puis à côté il y en a qui vont pas aller sur ces points-là, et c'est là où je trouve que ce serait intéressant d'avoir peut-être un cadre, pas une contrainte, vraiment un cadre, serait de pouvoir dire oui, mais pour pouvoir être une conciergerie, il faut maîtriser ça et ça. Et au moins tout le monde serait au fait de savoir ce qu'il faut maîtriser, et permettrait de savoir ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut connaître, et surtout ça montrait tout le monde, ça tirerait tout le monde vers le haut, aussi bien les formateurs que bien sûr toutes les conciergeries. On en parlait quand on a fait Discover, ce cadre pour les loueurs, de se dire s'il y a un cadre qui t'impose quelques règles dans ton logement, ça veut dire que ceux qui font, passez-moi l'expression, de la merde, qui ont des logements vraiment insalubres,
il soit sorti du jeu et que ça tire vraiment tout le monde vers le haut. Et pour les conciergeries, c'est un peu le même truc. C'est d'avoir tout le monde qui joue avec à peu près les mêmes règles du jeu et qui puisse après tout le monde se tirer vers le haut. Parce que une conciergerie qui va respecter les règles comme il faut, elle va avoir une petite contrainte opérationnelle finalement par rapport à quelqu'un qui ne les respecte pas. Donc c'est d'avoir ce cadre qui soit clair et peut-être aussi beaucoup moins de zones grises, parce qu'aujourd'hui clairement des zones grises, il y en a un paquet quand même. Et d'être dans l'incertitude pour un business, c'est pas bon. C'est ça. Et s'il y a des zones grises, c'est là où la concurrence se fait au maximum. C'est dans la zone grise qu'on va gagner. Effectivement, je pense que ce qui résumera bien notre échange d'aujourd'hui, c'est que il faut réglementer, mais pas interdire. L'idée, voilà, c'est de donner à chacun les clés. Effectivement, le problème aussi des formations, mais c'est un problème dans tous les domaines, c'est que toutes n'ont pas obligatoirement une reconnaissance. Ça veut dire que vous pouvez faire un diplôme de formateur et ensuite monter votre formation. Mais ça ne veut pas dire que derrière, vous aurez un titre qui sera reconnu dans la profession ou qui sera reconnu par l'État également. C'est les deux éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui existent, mais certaines formations ne sont pas reconnues par l'État et ne vous permettent pas d'avancer ensuite au quotidien. Et un autre élément, c'est que les formations, ça coûte cher. Dès qu'on veut avoir des formations un peu pointues sur certains sujets, ça revient vite cher. Et effectivement, quand on veut bien faire les choses, l'investissement est important et je peux comprendre que ça en freine certains. Et ce qui est vrai dans notre secteur, contrairement à d'autres, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore su travailler ensemble et se regrouper. C'est vrai que voilà, quand nous on a commencé à réfléchir justement chez Cotoon sur notre développement, initialement on était en Alsace avec nos propres salariés, Colmar, Strasbourg. On a commencé à s'étendre en dehors et on travaille maintenant avec des partenaires locaux. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne souvent, notamment en hôtellerie, c'est que vous allez garder votre indépendance, mais vous allez avoir une base arrière commune qui va être des formations, qui va être un logiciel, qui va être un service de réservation, qui va être des groupements d'achat. Et c'est vrai que dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'hôtellerie, la viticulture, dans beaucoup de métiers, les acteurs ont su se réunir et travailler ensemble. Et c'est vrai que pour l'instant, on est un petit bébé dans l'immobilier. Et c'est vrai que on travaille un peu chacun de notre côté, même si voilà, le SPLM, le CLF Élise également de chez J'affiche complet, essaye de créer des événements, essaye de créer du lien pour avancer ensemble. Mais voilà, si on veut réglementer et qu'on veut que les choses soient bien faites, c'est ensemble qu'on y arrivera. C'est exactement, t'as tout dit par rapport à ça. Nous, le triplex, on l'a également créé dans ce but-là, de réunir aussi les loueurs, autant qu'on peut, bien sûr, et de porter un peu la voix de ces professionnels de la location courte durée, de ces conciergeries, de tout le milieu en fait, pour que du coup on puisse être également reconnus comme des acteurs également du tourisme, de la location, et pas comme des vilains méchants qui prennent soit les parts de marché de l'hôtellerie, soit qui enlèvent des appartements aux habitants locaux, alors qu'au final c'est pas vrai, c'est pas ça du tout le fond du sujet. Mais bon, après on va pas faire de la politique, c'est pas le but. Quoique, en fait, j'ai envie de faire un peu de politique et je te nomme député aujourd'hui. Je te nomme député, Marie. Quelle serait pour toi cette carte C, les prérequis pour avoir cette carte C? Qu'est-ce qu'il faudrait maîtriser pour une conciergerie pour l'avoir? Dans ton texte de loi, qu'est-ce que tu mettrais? Dans ma vision à moi, je pense que le noyau qu'il y a pour avoir une carte d'agent immobilier, qui est de l'expérience ou un diplôme, est à garder, mais à ouvrir justement, notamment aux personnes qui ont fait de l'hôtellerie, de la gestion, qui justement vont pouvoir également s'épanouir dans un métier qui est comme le nôtre, qui se rapproche beaucoup de l'hôtellerie. La garantie financière, c'est obligatoire, faut la garder, l'honorabilité aussi et l'assurance professionnelle. Mais moi, je pense que c'est plus l'ouverture au niveau des expériences.
reconnaître qu'effectivement une personne qui a su gérer une entreprise dans un autre secteur, qui a un diplôme en gestion en hôtellerie, peut faire également de la gestion type conciergerie, parce que finalement la législation n'est pas la même. Tout ce que vont apprendre les BTS, les DUT en immobilier, ils ne vont pas l'utiliser au quotidien dans la gestion de meublés de tourisme, parce que les lois sont différentes, les règles fiscales sont différentes, le quotidien en fait est totalement différent. Donc c'est vrai que faudrait aussi penser à rajouter un module dans l'immobilier classique pour qu'ils puissent avoir cette connaissance globale également. Bien sûr. Ouais. Moi, j'aurais même ajouté, tu vois, dans le côté expérience, après c'est peut-être utopique, hein, mais tu vois, de se dire, bah, vous avez géré une société de conciergerie pendant 5 ans, bah aujourd'hui, en fait, les autres critères sont tellement importants et pas non plus faciles à obtenir. Bon, à part l'honorabilité, c'est pas que c'est facile à obtenir, mais si on a fait une connerie avant, c'est compliqué. Mais de se dire, faut aller chercher les garanties financières, faut aller chercher tout ça. Mais si vous avez monté une conciergerie il y a 5 ans et que vous avez des bilans qui sont propres, que vous avez pas, vous n'êtes pas au tribunal de commerce, vous n'avez pas de litige, de choses comme ça, bah ça compte comme une expérience. Et j'irais même plus loin, les loueurs. Tu fais de la location courte durée à titre perso, t'as 4 biens et tu te dis bah tiens, bah j'aime bien ce que je fais et je vais monter une boîte dans ce sens. J'ai déjà géré 4 biens. Bah en fait peut-être on va se dire bah ça compte aussi pour aller chercher une carte sur le côté expérience. Mais après, comme tu le disais aussi, on va manquer peut-être d'un cadre de formateur agréé là pour le coup, pas simplement ce que je pourrais qualifier de coach. Et dans ce côté coach, je nous intègre nous aussi le triplex. C'est que on n'a pas la légitimité pour aller parler de sujets légaux, de réglementation. Autant on pourra nous parler de marketing, quelqu'un qui va avoir une expertise opérationnelle peut former des gens sur ça, mais sur l'aspect législatif, réglementaire, moi je pense qu'il faudrait aussi au-delà de la carte C, avoir des gens qui soient encadrés, qui ait une réglementation pour dire toi tu as le droit d'aller apprendre ça aux gens pour qu'ils puissent obtenir leur carte. Et que ce soit clair aussi. Ce qui serait intéressant avec cette carte-ci, en fait, c'est de l'ouvrir un peu comme la VAE, avec des modules, en disant ok, le module 1, 2, 3, tu l'as acquis avec ton expérience. Il te manque le module 4, justement pour la partie comptable ou pour la partie juridique. Tu vas pendant X temps faire justement une formation qui est reconnue et qui va encadrer ce module qui te manque. Parce que on n'a pas tous une expérience complète et c'est très difficile de recouvrir 100% d'un secteur. Hein. La preuve, hein, ceux qui sortent d'immobilier classique ne savent pas gérer l'opérationnel de meublé de tourisme. Donc l'idée serait vraiment de tourner un peu comme la VAE en disant voilà, il y a des modules acquis, pas acquis. Ceux qui ne sont pas acquis, on peut, entre guillemets, les gagner en allant faire une formation reconnue avec voilà quelque chose d'officiel qui suit un cadre, qui suit des connaissances à acquérir et pas effectivement. Je pense que ton terme de coach pour la plupart des personnes qui se sont lancées dans le secteur sont plus proches d'un coach pour encourager et aider à créer une entreprise que réellement une formation. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi j'apporterais un petit élément aussi, c'est que cette carte devrait ouvrir des droits spécifiques, typiquement que comme les loyers, la perception des loyers, la facilitation d'intervention, choses comme ça. Mais serait comme des droits sont ouverts, ça ouvrirait aussi à énormément de devoirs. Et tu vois là, tu parlais pour les titulaires de carte G, le devoir de conseil et un vrai impact sur en fait la professionnalisation de l'activité de conciergerie, mais aussi des logements qui sont gérés, et donc d'apporter aussi, et ça fera l'occasion d'un épisode spécifique sur la sécurité, sur une vraie connaissance non plus opérationnelle de gestion opérationnelle et de gestion locative, mais vraiment d'englober avec une véritable vision de gestionnaire d'activité. J'écoutais un autre podcast d'hospitality, c'est-à-dire qu'on a une activité d'hospitalité, et donc de bien maîtriser tous les enjeux, comme tout bon professionnel in fine devrait avoir.
Effectivement, c'est vrai que on est sur un milieu multitâche où effectivement on a des compétences qui sont très larges, qui font de la comptabilité à la maintenance, en passant par le juridique. Effectivement, actuellement, cet encadrement existe déjà avec notamment la loi Le Meur qui est venue le renforcer. Mais c'est vrai que dans tous les cas, si une carte C venait à exister, le droit serait déjà en place sur les obligations de conseil et les obligations de respect de la loi. Si on regarde sur les annonces, malheureusement, vous allez trouver des annonces où les superficies légales ne sont pas respectées, où les normes de salubrité ne sont pas respectées, parce qu'on va transformer une cave en appartement, une ancienne chambre de bonne, on va rajouter une salle de bain dans la chambre de bonne, mais finalement, une fois qu'on a rajouté la salle de bain, on n'a plus la bonne superficie, où elle n'est pas entièrement fermée. Voilà, il y a plein de petits éléments comme ça, effectivement, où les titulaires de carte G sont beaucoup plus vigilants, effectivement, et vont être beaucoup plus scrupuleux, voire ne pas du tout les mettre en ligne ou demander au propriétaire de se mettre en conformité avant de prendre le bien en gestion. Et j'ai une question du coup, cette carte G chez toi, ça se parce que ça a un certain coût d'avoir une carte G. Est-ce que du coup tu le répercutes également sur les commissions que tu appliques, voilà, comment ça fonctionne? Alors, on n'est pas moins cher, on n'est pas plus cher. On est dans les prix du marché de notre secteur géographique. D'accord. Après, c'est vrai que c'est un argument commercial. D'une part, comme je le disais tout à l'heure, il y a la partie URSSAF, donc le fait de ne pas de ne pas avoir d'URSSAF à payer sur ces revenus-là. D'autre part, il y a aussi du coup la partie charge mentale, gestion au quotidien. Ça veut dire que le propriétaire lui reçoit son virement, s'il y a eu des locations, bien sûr, à la fin de chaque mois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce stress, toute cette contrainte de se dire, OK, alors là, je dois appeler le pompier, même si quelqu'un va lui ouvrir, mais je dois quand même prendre le rendez-vous chez le pompier, payer les factures. Je suis en vacances. Ah, j'ai oublié de payer la facture avant de partir parce qu'elle me l'a pas encore envoyée. Donc voilà. Voilà, c'est des petites choses au quotidien qui font que les propriétaires sont plus attirés vers une personne qui a la carte G. On a une certaine image également du fait qu'on soit contrôlé financièrement, qu'on soit formé également sur notre métier au quotidien. Et puis après, il y a tout l'accompagnement derrière. C'est vrai que malgré tout, on a une charge récupérable. Maintenant, beaucoup de propriétaires sont réels, de plus en plus le deviennent. Donc c'est vrai que ça n'a pas un impact négatif auprès d'eux. D'accord. Comme tu le disais, pour un loueur et surtout au réel, d'éviter d'avoir moi qui adore la comptabilité, tout on est en plein dedans là, non? J'étais encore en bilan comptable tout à l'heure, ça n'arrête pas. D'éviter du coup d'avoir 10 000 factures de différents prestataires de consommables, de ci, de là, et que du coup toi tu puisses au final centraliser tous les paiements et centraliser également tous les achats, et si on a besoin également de faire des travaux dans son appartement, que tu puisses également le centraliser et nous faire une facture après, une seule facture. C'est top, quoi, je trouve, moi je signe direct. Effectivement, c'est une facilité pour mes propriétaires. Ça veut dire que là, on arrive dans le nerf de la guerre, les déclarations comptables. Moi, mes propriétaires, en fait, ils ont un seul endroit. On leur regroupe toutes les informations qu'ils ont besoin. On leur fait les extractions, si nécessaire, en fonction du régime qu'ils ont. On leur donne les informations tout de suite pour la TVA aussi. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que finalement, le propriétaire, il a, on va dire, son drive, son fichier où il a tout, il donne au comptable et c'est tout. Il n'y a pas besoin de se dire, OK, alors ça, je le mets dans ce classeur-là. Ça, il faut que je le garde sous la main. Et puis après, le comptable qui appelle, oui, alors ce débit, ça correspond à quoi? Non, là, le compte de gestion, donc chez nous, c'est un compte de gestion, un relevé de revenus. Chaque ligne déduite correspond à une charge. Pour chaque charge, il y a le justificatif. On l'imprime pas, on fait du numérique, mais voilà, il a son dossier avec tout à un seul endroit, il peut tout donner au comptable. Généralement, moi j'ai même les comptables qui m'écrivent directement, ils passent même plus par le propriétaire, si vraiment ils ont une question ou autre, et c'est tranquille, quoi.
Non, mais c'est une simplicité d'esprit, en fait. C'est top. Moi, clairement, je le dis à chaque épisode, enfin, qu'on parle de conciergerie, la commission, moi, voilà, je veux bien la payer si elle a vraiment une vraie plus-value pour moi. Et ça, clairement une plus-value pour moi, que tu puisses gérer ce genre de choses pour moi et la charge mentale que je vais libérer, grâce à toi. Ça vaut clairement, ça vaut clairement une commission qui est qui est méritée, quoi, clairement. Et tu vois, moi, c'est aussi sur ce point de vue-là que tous les clients qu'on a l'occasion d'avoir et qui nous demandent c'est quoi les arguments marketing à mettre en avant pour ma conciergerie. Et quand je détecte que certains ont la possibilité d'avoir la carte G, je dis mais cassez-vous la tête, franchement, et allez la chercher si vous avez l'occasion d'aller la chercher. Vraiment, battez-vous pour la prendre. Quand vous êtes en plein développement, que vous commencez à avoir un certain nombre de logements, c'est aussi un truc à budgéter pour se dire en argent, en temps surtout, pour aller chercher cette carte parce que au-delà même de la légalité que ça et de la liberté que ça va offrir en termes d'action, c'est en termes d'argument marketing et tu ne fais que me le confirmer là, c'est indispensable et c'est comme ça qu'on fera la différence et le côté pro demain de pouvoir certainement mettre un numéro de carte G sur son site internet pour dire moi j'ai des avis clients mais alors j'ai aussi un truc qui est contrôlé tous les ans par un tiers indépendant, viens voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, c'était déjà un petit peu en marche. On dit la Gen Z et compagnie, mais depuis le Covid, le fait que beaucoup de personnes se soient retrouvées ces longues semaines à la maison, se sont rendus compte de l'importance du temps qu'on peut s'accorder à soi, mais qu'on accorde à sa famille. Ce qu'il faut savoir, effectivement, on paye une commission à une agence, à une conciergerie, mais finalement, le temps que vous passez à gérer, à répondre au téléphone, à répondre aux messages, le temps que vous passez derrière à faire toute la paperasse, à relancer pour les cautions, ce temps-là, vous n'allez pas le passer avec votre famille. C'est sûr. Les enfants, ça grandit, les parents, ça vieillit. Ce temps, il passe, il ne se rattrape pas. Il n'est pas monétisable. C'est sûr qu'effectivement, si vous dites je m'absente 1 heure du boulot, vous savez combien entre guillemets vous avez perdu. Le temps que vous passez pas avec vos proches, que ce soit vos amis, votre famille, vos enfants, vos parents, vos grands-parents selon les générations, c'est du temps que vous ne rattraperez pas. Et effectivement, cette charge mentale, c'est le terme qu'on voit de plus en plus effectivement sur les réseaux sociaux, et je trouve que ça représente bien ce que représente la gestion meublée de tourisme, parce que c'est quelque chose qui est au quotidien. Le voyageur, c'est quelqu'un comme nous qui va vous écrire à 22h parce qu'il est devant la télé, qu'il a vu une pub et qui s'est dit à son mari « Bon, j'en ai marre, on part, on va prendre l'air ce week-end ». Et puis, ils vont réserver, ils vont avoir 50 questions. Et ben vous, à 22h, vous serez peut-être déjà au lit. Le lendemain matin, vous levez à 7h parce que vous avez un super call super important et vous n'avez pas le temps de répondre aux messages. Et ben voilà, c'est des petites choses comme ça. Et effectivement, je trouve que le Covid a permis à beaucoup de personnes de se rendre compte de cette valeur non monétisable du temps qu'on passe pour soi ou avec les autres, et les conciergeries, les agences immobilières, effectivement, sont là pour ça, à savoir que, effectivement, avec la carte G, même si vous vous appelez conciergerie et que vous avez une carte G, vous apporterez en fait plus de liberté d'esprit, de liberté en termes de temps à votre propriétaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement calculable, monétisable, mais qui n'a pas de valeur. Le temps qui passe et qu'on ne rattrape pas, c'est quelque chose que on ne peut que avoir des regrets en fait. Ouais. Ok, bah écoute, intéressant. Moi je trouve qu'on a vraiment fait un épisode hyper intéressant. J'allais dire complet, mais non, parce que je suis sûr qu'on a encore 1000 questions. Ouais. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, vous nous les laissez en commentaire, que ce soit sur YouTube, Spotify, je rappelle, on reçoit de plus en plus de commentaires sur Spotify. Laissez-nous les questions, on les transmettra et puis on vous transmettra bien entendu la réponse, c'est ça le plus intéressant. Et puis,
si on note qu'il y a énormément de questions, Marie, je te propose qu'on refasse un épisode par la suite qu'avec les questions des auditeurs. Un épisode complémentaire sur ça. Ouais. Il y a des choses, et moi j'aimerais bien en fait. Alors, il va y avoir un autre épisode avec Marie, ça je te laisserai expliquer tout à l'heure. Et moi j'aimerais bien également faire peut-être pourquoi pas un 3e épisode avec toi, parce qu'en fait on n'est pas rentré dans le cœur de ton agence immobilière et dans le cœur de ta conciergerie. Et quand on a discuté du coup dans l'événement Booking, tu avais tu as pris la parole et j'ai adoré en fait la manière dont tu gérais l'agence. Tu disais en fait que le principal c'était pas forcément le taux d'occupation mais le chiffre d'affaires, et ça il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le comprendre, alors que moi je suis complètement d'accord avec toi. Tu préférais fermer le logement s'il n'était pas assez rentable plutôt que l'ouvrir à tout prix, et j'en suis sûr qu'il y a plein de choses également qui seraient intéressantes. Comment tu es arrivé à 170 logements? Est-ce que tu as eu des moments en fait où tu t'es dit on se développe trop vite et du coup il faut revoir des choses, ou alors au contraire tu as été progressivement, enfin comment tu staffes également une équipe pour 170 logements? Bref, il y a tellement de questions que j'aurais à te poser par rapport à ce 3e épisode qu'on fera, c'est sûr, que on pourra les mettre également du coup avec les questions qu'on va recevoir. Avec grand plaisir. Si vous avez des questions, allez-y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes, et c'est très important parce que finalement, la question que vous vous posez, votre voisin entre guillemets qui est peut-être à l'autre bout de la France, mais qui fait la même chose que vous, se la pose peut-être, ou vous posez peut-être la question aujourd'hui. Vous dites, ok, il y a quelqu'un qui va se dire, ok, bon, je vois pas l'intérêt, et dans 6 mois, il va se dire, ah, mais finalement, cette question n'était pas bête. Et en fait, ça dépend effectivement où chacun en est. C'est ça. Tant qu'on n'est pas confronté au problème, on se dit c'est complètement, ça n'a aucun rapport. Et puis au final, on se dit en fait finalement là-dessus. Et puis on se posera peut-être même pas la question. C'est-à-dire que comme on a déjà entendu la réponse, on avancera parce qu'on nous a indiqué la direction. C'est clair. Bon, on apprend de ses erreurs et on apprend des erreurs des autres. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est clair. C'est l'idée du podcast aussi, c'est de partager ce qui fait la force de chacun, l'expertise. Et merci Marie, vraiment de partager, d'avoir pris le temps, parce que vous avez noté, on n'a pas de bon plan, parce que Marie a accepté très gentiment de venir nous parler de son quotidien, de sa vie de conciergerie avec une carte G, sans alors c'est pas mal ce que je dis, sans idée derrière la tête, sans avoir entre guillemets. Voilà, c'est vraiment du partage comme on l'aime dans le triplex. Donc vraiment merci d'avoir pris le temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. Les questions, n'hésitez pas. Et si ça vous a plu, vraiment, prenez le temps d'aller nous laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. On le demande à nos voyageurs en mettant 5 étoiles sur Airbnb, 10 sur 10 sur Booking. Connaissez l'importance des notations, c'est la même chose pour les podcasts. On vous réserve de très belles surprises en 2025. C'est grâce à vous, c'est grâce à ces notations. Donc, merci à ceux qui l'ont fait et merci d'avance à ceux qui le feront. Merci. Et Marie, on te retrouve sur un autre épisode. On n'a pas pu faire un épisode du coup en mettant les deux sujets sur la sécurité, c'est ça, sur la sécurité des locations. Tu peux peut-être en dire quelques mots, histoire de faire un petit teasing pour le prochain épisode. Effectivement, après plusieurs années dans le monde du meublé de tourisme, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des lacunes au niveau de la sécurité des logements, notamment du fait qu'on est des multi-propriétaires, et c'est vrai que la sensibilisation des gestionnaires est importante sur l'importance de la sécurité dans les logements qui sont gérés pour vous, pour les voyageurs, pour votre propriétaire, mais également pour le voisinage. Il ne faut pas oublier ça. Bon, et ça va être un super épisode. L'épisode, ce sera un épisode prochain qu'on va enregistrer. Encore merci d'être resté jusqu'au bout, et on se retrouve à très vite sur le triplex. À bientôt. Ciao. Salut.